Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. De Bamiyan à Mossoul, en passant par Tombouctou, Palmyre, tous ces joyaux du patrimoine qui ont subi vraiment d'importantes destructions. Pourquoi est-ce que les djihadistes s'en prennent à ce patrimoine ? Moi, je pense que d'abord, depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide, on assiste effectivement à une prise en compte de plus en plus importante du patrimoine dans les conflits. Parce qu'il y a une généralisation de conflits régionaux, locaux. Il y a aussi l'émergence de la question identitaire. Et puis enfin, il y a l'utilisation par les médias, les réseaux sociaux, de ce que l'on peut faire de ce patrimoine. Et donc aujourd'hui, le patrimoine, effectivement, peut être non seulement une victime collatérale, non seulement une cible, mais aussi une arme de guerre. Et c'est le cas avec le terrorisme islamiste. Ils s'en prennent à ce patrimoine parce qu'ils s'en prennent à la fois à ce qu'il incarne en termes de civilisation, de culture, mais aussi ils s'en prennent au patrimoine parce qu'ils veulent créer un monde nouveau et ils veulent créer un monde débarrassé de ce dont témoigne ce patrimoine. La condamnation, on l'a vu dans le sujet précédemment, d'Ahmad al-Faqi al-Mahdi, qui avait ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou. Elle est certes exemplaire, c'est un précédent. Est-ce qu'elle est de nature à pouvoir dissuader des djihadistes ou des personnes qui voudraient s'en prendre au patrimoine ? Est-ce que ça passe ses limites, ce genre de condamnation ? Comme tout peine à ses limites, on le voit bien dans d'autres circonstances. Mais c'est quand même une décision importante parce qu'elle dit, la Cour pénale internationale dit, c'est un crime de guerre. Donc vous pouvez être poursuivi pour un crime de guerre. La difficulté, c'est que pour poursuivre, comme le Mali l'a fait, des responsables dans le cadre de la Cour pénale internationale, il faut que le pays soit partie au statut de Rome qui a instauré la Cour pénale, et ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Irak, en Libye, ce n'est pas le cas. Et donc là, c'est là que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut poursuivre, peut décider d'une poursuite, mais il faut naturellement l'unanimité. Donc c'est un système un peu compliqué, un peu lourd, mais qui est un signal politique fort, me semble-t-il, à ceux qui veulent engager la destruction du patrimoine dans le cadre de conflits. Hélène Salon, une question. On a le sentiment qu'il y a un engagement de plus en plus fort, une mobilisation internationale de plus en plus forte, et notamment, on l'a vu avec l'ancien président François Hollande, les Émirats arabes unis qui sont à l'origine de la création de votre fondation Alif. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a une plus forte mobilisation, et est-ce qu'elle s'inscrit dans le temps, est-ce qu'elle perdure ? Alors, Alif, ça a été effectivement une réaction très forte à la destruction massive du patrimoine dans le courant des années 2010. Il y a eu une volonté politique forte du président Hollande que le président Macron a repris à son compte, et c'est pour ça qu'Alif, aujourd'hui, en 2 ans et demi, on a été capable de soutenir plus d'une centaine de projets de protection et de réhabilitation du patrimoine dans 22 pays. Et pour moi, l'enjeu, il n'est pas derrière nous. Il n'est pas uniquement le fait du terrorisme islamiste, il est devant nous. On voit bien encore aujourd'hui, dans des conflits qui ne sont pas liés au terrorisme, que le patrimoine peut être une cible, peut être mise en cause. Et donc, il va falloir que cette mobilisation, elle perdure. Dans le focus, on a revu les images de la destruction des Bouddhas de Bamiyan.
On se souvient, il y a 20 ans, ça avait suscité une indignation générale. Et à l'époque, il y avait des voix qui s'étaient élevées en disant finalement, tous les jours, il y a des femmes qui sont exécutées en Afghanistan par les talibans. Et là, les Bouddhas de Bamiyan, pour des pierres, finalement, ont suscité plus d'indignation que pour des êtres humains. Comment vous arrivez à faire passer ce message qui est le cœur même d'Alif, hein? Oui, vous avez raison. Il faut convaincre parfois que c'est important de s'occuper des pierres parce qu'en réalité, derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes. Et c'est ça le message. Et puis il y a des symboles. Et nous vivons de symboles. Nous avons besoin aussi de nous nourrir spirituellement et le patrimoine contribue à cela. Donc, mais vous avez raison, parfois on a en face de nous des personnes qui ont des visions très matérialistes du monde. Et donc il est difficile de faire passer cette idée que le patrimoine c'est aussi très utile. De Bamiyan à Mossoul, en passant par Tombouctou, Palmyre, tous ces joyaux du patrimoine qui ont subi vraiment d'importantes destructions. Pourquoi est-ce que les djihadistes s'en prennent à ce patrimoine ? Moi, je pense que d'abord, depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide, on assiste effectivement à une prise en compte de plus en plus importante du patrimoine dans les conflits. Parce qu'il y a une généralisation de conflits régionaux, locaux. Il y a aussi l'émergence de la question identitaire. Et puis enfin, il y a l'utilisation par les médias, les réseaux sociaux, de ce que l'on peut faire de ce patrimoine. Et donc aujourd'hui, le patrimoine, effectivement, peut être non seulement une victime collatérale, non seulement une cible, mais aussi une arme de guerre. Et c'est le cas avec le terrorisme islamiste. Ils s'en prennent à ce patrimoine parce qu'ils s'en prennent à la fois à ce qu'il incarne en termes de civilisation, de culture, mais aussi ils s'en prennent au patrimoine parce qu'ils veulent créer un monde nouveau. Et ils veulent créer un monde débarrassé de ce dont témoigne ce patrimoine. La condamnation, on l'a vu dans le sujet précédemment, d'Ahmad al-Faqi al-Mahdi, qui avait ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou. Elle est certes exemplaire, c'est un précédent. Est-ce qu'elle est de nature à pouvoir dissuader des djihadistes ou des personnes qui voudraient s'en prendre au patrimoine? Est-ce que ça passe ses limites, ce genre de condamnation? Comme tout peine à ses limites, on le voit bien dans d'autres circonstances. Mais c'est quand même une décision importante parce qu'elle dit, la Cour pénale internationale dit, c'est un crime de guerre. Donc vous pouvez être poursuivi pour un crime de guerre. La difficulté, c'est que pour poursuivre, comme le Mali l'a fait, des responsables dans le cadre de la Cour pénale internationale, il faut que le pays soit partie au statut de Rome qui a instauré la Cour pénale, et c'est pas toujours le cas. Par exemple, en Irak, en Libye, c'est pas le cas. Et donc là, c'est là que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut poursuivre, peut décider d'une poursuite, mais il faut naturellement l'unanimité. Donc c'est un système un peu compliqué, un peu lourd, mais qui est un signal politique fort, me semble-t-il, à ceux qui veulent engager la destruction du patrimoine dans le cadre de conflits. Hélène Salon, une question. On a le sentiment qu'il y a un engagement de plus en plus fort, une mobilisation internationale de plus en plus forte, et notamment, on l'a vu avec l'ancien président François Hollande, les Émirats arabes unis qui sont à l'origine de la création de votre fondation Alif. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a une plus forte mobilisation, et est-ce qu'elle s'inscrit dans le temps, est-ce qu'elle perdure? Alors, Alif, ça a été effectivement une réaction très forte à la destruction massive du patrimoine dans le courant des années 2010. Il y a eu une volonté politique forte du président Hollande que le président Macron a repris à son compte, et c'est pour ça qu'Alif, aujourd'hui, en 2 ans et demi, on a été capable de soutenir plus d'une centaine de projets de protection et de réhabilitation du patrimoine dans 22 pays. Et pour moi, l'enjeu, il n'est pas derrière nous. Il n'est pas uniquement le fait du terrorisme islamiste, il est devant nous. On voit bien encore aujourd'hui, dans des conflits qui ne sont pas liés au terrorisme, que le patrimoine peut être une cible, peut être mise en cause. Et donc, il va falloir que cette mobilisation, elle perdure. Dans le Focus, on a revu les images de la destruction des Bouddhas de Bamiyan. On se souvient, il y a 20 ans, ça avait suscité une indignation générale. Et à l'époque, il y avait des voix qui s'étaient élevées en disant finalement, tous les jours, il y a des femmes qui sont exécutées en Afghanistan par les talibans. Et là, les Bouddhas de Bamiyan, pour des pierres, finalement, ont suscité plus d'indignation que pour des êtres humains. Comment vous arrivez à faire passer ce message qui est le cœur même d'Alif, hein? Oui, vous avez raison. Il faut convaincre parfois que c'est important de s'occuper des pierres parce qu'en réalité, derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes.
Et c'est ça le message. Et puis il y a des symboles. Et nous vivons de symboles. Nous avons besoin aussi de nous nourrir spirituellement et le patrimoine contribue à cela. Donc, mais vous avez raison, parfois on a en face de nous des personnes qui ont une vision très matérialiste du monde. Et donc il est difficile de faire passer cette idée que le patrimoine c'est aussi très utile. De Bamiyan à Mossoul, en passant par Tombouctou, Palmyre, tous ces joyaux du patrimoine qui ont subi vraiment d'importantes destructions. Pourquoi est-ce que les djihadistes s'en prennent à ce patrimoine ? Moi, je pense que d'abord, depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide, on assiste effectivement à une prise en compte de plus en plus importante du patrimoine dans les conflits. Parce qu'il y a une généralisation de conflits régionaux, locaux. Il y a aussi l'émergence de la question identitaire. Et puis enfin, il y a l'utilisation par les médias, les réseaux sociaux, de ce que l'on peut faire de ce patrimoine. Et donc aujourd'hui, le patrimoine, effectivement, peut être non seulement une victime collatérale, non seulement une cible, mais aussi une arme de guerre. Et c'est le cas avec le terrorisme islamiste. Ils s'en prennent à ce patrimoine parce qu'ils s'en prennent à la fois à ce qu'il incarne en termes de civilisation, de culture, mais aussi ils s'en prennent au patrimoine parce qu'ils veulent créer un monde nouveau. Et ils veulent créer un monde débarrassé de ce dont témoigne ce patrimoine. La condamnation, on l'a vu dans le sujet précédemment, d'Ahmad al-Faqi al-Mahdi, qui avait ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou. Elle est certes exemplaire, c'est un précédent. Est-ce qu'elle est de nature à pouvoir dissuader des djihadistes ou des personnes qui voudraient s'en prendre au patrimoine? Est-ce que ça passe ses limites, ce genre de condamnation? Comme tout peine à ses limites, on le voit bien dans d'autres circonstances. Mais c'est quand même une décision importante parce qu'elle dit, la Cour pénale internationale dit, c'est un crime de guerre. Donc vous pouvez être poursuivi pour un crime de guerre. La difficulté, c'est que pour poursuivre, comme le Mali l'a fait, des responsables dans le cadre de la Cour pénale internationale, il faut que le pays soit partie au statut de Rome qui a instauré la Cour pénale, et c'est pas toujours le cas. Par exemple, en Irak, en Libye, c'est pas le cas. Et donc là, c'est là que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut poursuivre, peut décider d'une poursuite, mais il faut naturellement l'unanimité. Donc c'est un système un peu compliqué, un peu lourd, mais qui est un signal politique fort, me semble-t-il, à ceux qui veulent engager la destruction du patrimoine dans le cadre de conflits. Hélène Salon, une question. On a le sentiment qu'il y a un engagement de plus en plus fort, une mobilisation internationale de plus en plus forte, et notamment, on l'a vu avec l'ancien président François Hollande, les Émirats arabes unis qui sont à l'origine de la création de votre fondation Alif. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a une plus forte mobilisation, et est-ce qu'elle s'inscrit dans le temps, est-ce qu'elle perdure? Alors, Alif, ça a été effectivement une réaction très forte à la destruction massive du patrimoine dans le courant des années 2010. Il y a eu une volonté politique forte du président Hollande que le président Macron a repris à son compte, et c'est pour ça qu'Alif, aujourd'hui, en 2 ans et demi, on a été capable de soutenir plus d'une centaine de projets de protection et de réhabilitation du patrimoine dans 22 pays. Et pour moi, l'enjeu, il n'est pas derrière nous. Il n'est pas uniquement le fait du terrorisme islamiste, il est devant nous. On voit bien encore aujourd'hui, dans des conflits qui ne sont pas liés au terrorisme, que le patrimoine peut être une cible, peut être mise en cause. Et donc, il va falloir que cette mobilisation, elle perdure. Dans le focus, on a revu les images de la destruction des Bouddhas de Bamiyan.
On se souvient, il y a 20 ans, ça avait suscité une indignation générale. Et à l'époque, il y avait des voix qui s'étaient élevées en disant finalement, tous les jours, il y a des femmes qui sont exécutées en Afghanistan par les talibans. Et là, les Bouddhas de Bamiyan, pour des pierres, finalement, ont suscité plus d'indignation que pour des êtres humains. Comment vous arrivez à faire passer ce message qui est le cœur même d'Alif, hein? Oui, vous avez raison. Il faut convaincre parfois que c'est important de s'occuper des pierres parce qu'en réalité, derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes. Hein, et c'est ça le message. Et puis, il y a des symboles. Et nous vivons de symboles. Nous avons besoin aussi de nous nourrir spirituellement et le patrimoine contribue à cela. Donc, mais vous avez raison, parfois, on a en face de nous des personnes qui ont des visions très matérialistes du monde. Et donc, il est difficile de faire passer cette idée que le patrimoine, c'est aussi très utile.